Madagascar. J'avais beaucoup entendu parler de cette immense île avant de m'y rendre. De ses plages dorées, de ses cascades merveilleuses, de ses formations géologiques grandioses, de ses habitants généreux et souriants, de sa faune marine et terrestre exceptionnelle et de sa flore unique. Mais aussi de la pauvreté qui y règne, des bidonvilles et des feux de forêt, du braconnage, de la corruption et surtout de la crise climatique et écologique qui menace l'un des points chauds de la biodiversité les plus importants sur Terre. En tant qu'étudiant en écologie et amoureux de la nature, je voulais absolument découvrir ces merveilles naturelles avant qu'il ne soit trop tard. Sur l'île, il subsiste encore deux régions particulièrement isolées et inaccessibles. Le massif du Macaï, encore inexploré il y a peu, et le parc national de Massoala, situé sur une péninsule très isolée du nord-est de Madagascar. Mais là où le Macaï est un labyrinthe de roches et de gorges profondes, peu propices à la vie, mais offrant un habitat à quelques espèces endémiques remarquables, Massoala est une jungle primaire luxuriante, abritant une faune et une flore exceptionnelles. Très isolée de par sa situation géographique, coupée du reste de l'île pour des raisons politiques et écologiques, cet Éden impénétrable est la demeure d'une multitude d'espèces uniques, dont la plupart sont endémiques de la presqu'île. C'est-à-dire qu'à l'état sauvage, on ne les retrouve nulle part ailleurs sur la planète. J'ai longtemps hésité entre mon désir de découvrir les entrailles de l'une des dernières terra incognita du monde ou de pénétrer dans le jardin secret de Madagascar, le dernier bout de terre de l'île qui mérite encore son nom de jungle primaire. Je penchais pour le Macaï qui est devenu très médiatisé ces dernières années lorsqu'une info m'est parvenue qui a tout changé. La jungle de Massoala est le seul endroit sur Terre qui abrite des varirous à l'état sauvage. Les varirous, de leur petit nom scientifique Varèsia rubra, sont de magnifiques lémuriens classés en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est le dernier stade avant l'extinction totale de l'espèce à l'état sauvage. Assez commun en parc zoologique, les varirous sont extrêmement rares dans la nature. Mais même si j'avais une chance sur 1 million d'en trouver, il fallait que j'essaye. Si j'avais su à quel point ça allait être difficile, jamais je ne serais parti. Mais j'avais des rêves plein la tête et un objectif à atteindre. Pour la première fois de ma vie, je suis parti seul et je me suis filmé seul. Voici le récit de cette expédition à la recherche des derniers varirous. Alors une chose à savoir, c'est qu'avant d'arriver à Madagascar, j'ai fait une escale de plus de 15 heures à Nairobi, la capitale du Kenya. Alors bien entendu, je suis sorti de l'aéroport et j'en ai profité pour aller voir un sanctuaire pour des éléphantaux orphelins et un sanctuaire pour girafes. Ce qui est fou à Nairobi, c'est que la métropole est collée à un parc national et donc pendant mon court trajet en taxi, j'ai eu la chance de voir des babouins, des zèbres, des buffles et même des antilopes. La chose à retenir de cette escale, c'est que pendant le transfert de mes bagages d'un avion à l'autre, on m'a volé deux choses qui devaient m'être vitales pour mon expédition, ma boussole et mon couteau. Forcément, ce vol aura quelques répercussions sur la suite de mon aventure. Finalement, j'arrive à Antananarivo, la capitale de Madagascar, à 1 h du matin et le lendemain, je prends directement un taxi-brousse vers le nord du pays. Une aventure complètement folle m'attend. Je ne le savais pas, mais à Madagascar, dès qu'on sort des lieux touristiques, plus personne ne parle français, on ne parle que le malgache. Et donc forcément, ça a été un peu compliqué, mais avec des sourires et des gestes, on s'en sort. J'ai enchaîné 47 heures de taxi-brousse d'une traite pour arriver jusqu'à Sambava, la capitale de la vanille et la plus grande ville du coin. En chemin, sur ces routes de l'impossible, on a eu des pannes, un essieu détruit et de nombreuses autres mésaventures. On a même dû traverser les flammes d'un incendie au coucher de soleil, un souvenir assez magique, même si la cause, elle, en est tragique. Chaque année, pendant les mois de septembre et d'octobre, Madagascar fait face à la saison des feux. Les agriculteurs brûlent leurs champs pour défricher avant la saison des pluies. Cette pratique ancestrale, que l'on appelle culture sur brûlis, rapide et peu onéreuse, a des conséquences dramatiques sur l'environnement. Les sols ne se régénèrent plus et les feux deviennent souvent incontrôlables, menaçant les villages et l'environnement. C'est notamment à cause des feux de brousse que Madagascar a perdu la moitié de sa couverture végétale en 60 ans. J'ai pu me rendre compte de l'ampleur de la crise écologique à laquelle le pays doit faire face dès mon premier trajet. Mais j'ai quand même une anecdote assez marquante à vous raconter parce qu'elle m'a directement mis dans le bain. Dans le premier taxi-brousse, j'étais à côté d'un garçon de 13-14 ans qui jouait avec sa petite sœur de moins d'1 an.
À un moment donné, le garçon tend l'enfant à sa mère qui était assise à côté et celle-ci sort un sein pour donner la tétée à son bébé. Et à ce moment-là, la mère relève la tête qui était cachée jusqu'alors sous son chapeau et là ça a été le choc. Je me suis retrouvé face à une fille de 12-13 ans qui était en train d'allaiter son bébé. Bon, à Sambava, j'avais une mission très importante. Il fallait absolument que je trouve une bonbonne de gaz pour mon réchaud. Les bonbonnes de gaz sont interdites dans les avions pour des raisons évidentes, mais c'est relativement facile d'en trouver partout dans le monde. Mais pas à Madagascar. J'ai fouillé la ville de fond en comble, mais j'en ai pas trouvé. Au passage, je suis tombé sur un combat de coqs dans un quartier un peu craignos de la ville, et même si l'ambiance était super bonne, j'avoue que j'ai un peu du mal à regarder deux animaux se battre pour rien. Mais bref, pas le choix que de continuer mon trajet pour l'instant, alors je prends un taxi brousse direction Antalaha, où je reste une nuit à l'hôtel, toujours dans l'espoir de trouver une bonbonne de gaz. Je viens d'arriver dans un lieu absolument magnifique, un lieu incroyable. En fait, je suis obligé de prendre une autre nuit d'hôtel parce que j'ai plein de galères, j'ai pas trouvé de bonbonne de gaz, donc mon réchaud il marche que avec la bonbonne de gaz. Donc il va falloir que j'achète une casserole et surtout que je me débrouille à faire du feu dans une des forêts les plus pluvieuses du monde. Enfin, il n'arrête pas de pleuvoir. Et donc ça va être compliqué, mais on va se débrouiller, on va essayer en tout cas. J'ai d'autres problèmes, je me rends compte que la taille des rivières que je dois traverser, elle fait bien 50 mètres, ce qui est beaucoup, surtout avec un sac. Je sais pas si je pourrais les traverser, il a plu énormément ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc c'est plus gros que ce qui était prévu. Mais en attendant, je profite. Regardez, c'est trop cool. Mais rien à faire, là non plus je n'en trouve pas, alors je continue mon périple un peu inconsciemment. Après une bonne nuit, je repars en taxi brousse, mais cette fois j'arrête vite parce que les routes ne sont plus assez grandes et qu'il faut continuer en taxi-moto. C'était une première pour moi et c'était vraiment génial. 4 heures de moto sur de petits chemins, des pistes cabossées, sur la plage, à travers de petits villages perdus et on a même traversé 2 rivières. Puis on est arrivé à un point où même la moto ne passait plus, et ce fut le début de la marche d'approche vers la jungle. Il fait chaud. Ah, je souffre. Le sac il fait 36 kilos à peu près. Et là, je suis en train de m'enfoncer de plus en plus dans des régions isolées. Je vous expliquerai dès que je m'arrête, mais c'est fou, les gens ils me regardent trop bizarrement. Et qu'est-ce qu'un touriste fait là, quoi? Mais regardez, c'est magnifique. J'ai oublié de vous parler d'un détail assez important. Il est interdit et illégal de se rendre dans le parc national de Masoala sans guide officiel. Et je vous ai aussi dit que Masoala c'était le bout du monde et que personne n'y venait. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des touristes qui y vont attirés par la biodiversité exceptionnelle qui s'y cache. Mais ils viennent avec beaucoup d'argent pour payer les guides, les porteurs, les frais d'entrée du parc et surtout ils font toujours les mêmes circuits. Ils arrivent à Marwan-Setra, donc de l'autre côté du parc, en avion. Ils dorment dans des lodges et puis ils font des treks à la journée ou sur plusieurs jours, mais toujours à la périphérie du parc, sans jamais rentrer au cœur de la jungle. Alors je dis pas, ça doit être exceptionnel comme expérience, on doit apprendre plein de choses, mais ce n'est pas pour ça que j'y allais. D'ailleurs, en cherchant sur internet et en fouillant dans les forums, je n'ai trouvé aucune histoire de gens qui avaient vu des varirous en allant à Masoala avec des guides. Or, c'est la raison principale pour laquelle j'y allais. Alors il faudra faire sans guide. Je me suis créé un parcours sur mesure. Je devais aller à Amboitralana, c'est là où je me suis arrêté en taxi-moto, puis remonter la rivière pendant une semaine à pied avant de m'enfoncer dans le parc à la recherche des lémuriens. Dès les premières heures de marche, en suivant la rivière, je tombe sur des serpents, dont plusieurs couleuvres géantes de Madagascar et un serpent à 4 bandes. Regardez, il y a encore un serpent.
Je viens d'attraper un autre serpent. Et le voilà parti. Incroyable. Premier serpent que j'attrape. Bon, il est temps de faire le point. C'est assez incroyable ce qui se passe. Il fait très très chaud. Donc j'ai commencé à marcher depuis 3 heures, même pas. Et j'ai déjà vu 4 serpents. Ça va être dur, il fait super chaud, le sac est lourd, mais ça je le savais déjà. Mais qu'est-ce que c'est lourd à chaque fois. Oh là là. Ça me rappelle des douleurs que mon corps voulait oublier. Je crois que c'est Sarah Marquis qui dit ça et c'est si vrai. Bon, allez on repart parce que la nuit tombe dans 1 heure et il faut vraiment que je trouve un endroit pour être tranquille. Alors, me demandez pas trop comment je suis arrivé là. Mais je suis au milieu du lac. Ça c'est pas magnifique. Juste avant la tombée de la nuit, un malgache me fait signe de monter dans sa pirogue parce qu'il me voit galérer sur le chemin avec mon sac. J'ai l'équivalent de 5 centimes sur moi, alors je lui dis que je peux pas payer, mais il me répond que de toute façon il rentre chez lui. Enfin ça c'est ce que j'ai compris parce qu'il parlait malgache et pas du tout français. Ce fut une super balade et ça m'a fait bien avancer, mais le problème c'est que quand je suis descendu de la pirogue, il faisait presque nuit. Bon, c'est un peu la merde là, il est en train de repleuvoir et beaucoup. Et il n'y a aucun spot pour mettre le hamac ou la tente. Du coup, je vais mettre entre ces 2 arbres là. Mais c'est en pente, c'est compliqué d'accès. Et il commence vraiment à faire nuit, donc va falloir que je m'active. Allez, au boulot. Ça se couche vraiment rapidement le soleil. Il pleut des trompes d'eau, je vais pas pouvoir faire de feu, je vais pas pouvoir manger. Mais regardez par contre, la vue est très très belle. Mais là, je me les pèle, j'ai froid et je vais pas manger, surtout que j'ai faim. Allez, le hamac. Il fallait que je me dépêche de mettre mon hamac pour la nuit, et c'est là que je vais me couvrir de honte et que vous allez bien rire. Bon coup dur. Il est tard, ça fait longtemps que je suis en train de bosser sur le hamac. Il est cassé, en plus je me rappelle plus comment le mettre, mais ça craint. Mais en fait on l'avait utilisé au Pérou il y a 1 an, plus d'1 an maintenant. Et je pensais que je m'en rappelais, et en fait pas du tout. Et en plus il est cassé. Donc j'ai été obligé de me rabattre sur une autre solution. Je suis en train de mettre la tente sur une grosse pente. Ce soir, c'est la soirée des mauvaises nouvelles. Donc le hamac que j'arrive pas à mettre et qui casse. Bon, ça c'est un peu ma faute. Le fait qu'il pleuve comme jamais, et du coup j'ai pas de feu, donc je peux pas manger. J'ai même plus d'eau, donc ça c'est vraiment très chiant. Mais surtout, absolument tous mes vêtements sont mouillés, donc je peux rien mettre, genre vraiment trempé. Et surtout mon duvet aussi est trempé. Donc là je suis tout nu, mais sauf un tour de cou, c'est le seul truc qui est sec. Et je peux pas me mettre dans mon duvet, je vais avoir super froid. En plus les températures elles baissent à 10 degrés ici la nuit et tout, ça va être horrible. Et en plus je peux pas manger. Et j'ai plus d'eau. C'est une cata. J'ai envie de chialer. Bon, je vais pas m'étendre sur toutes les galères que j'ai eues pendant 1 semaine, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais voici un petit récap. Je n'ai pas de réchaud, ou plutôt j'en porte un, mais je peux pas l'utiliser. J'ai des plats déshydratés, donc il faut que je fasse bouillir de l'eau pour pouvoir les manger et les faire cuire. Mais là-bas il pleut toutes les nuits et toute la nuit, et il y a aussi des averses le matin, alors c'est très compliqué de faire du feu. Donc je mange 1 à 2 fois par jour et parfois pas du tout. Je porte un matelas gonflable qui est percé alors qu'il est tout neuf. Je porte aussi mon drone qui a une hélice cassée et je ne peux pas la réparer parce qu'on m'a volé mon couteau qui me servait de tournevis. Et enfin, vous le savez, on m'a volé ma boussole. Pour l'instant, c'est pas trop un problème parce que je suis la rivière, mais ça le deviendra si jamais j'arrive dans le parc national. Voilà un peu dans quelle situation bien pourrie je me suis mis tout seul. J'ai passé une première nuit dans la tente assez désagréable. Du coup, j'ai dormi tout nu, juste avec mon tour de cou. Après, je me suis enveloppé dans ma serviette de toilette qui était encore sèche. Je suis en train de faire sécher mes vêtements. Et donc là, je vais aller chercher de l'eau. Le problème, c'est que je suis loin de la berge. Vraiment, je peux pas aller descendre pour prendre de l'eau. Donc, on va faire une petite technique à l'ancienne. Comme j'avais attrapé des poissons dans les Pyrénées, cette fois, je vais essayer d'attraper de l'eau avec. Ouais, je crois qu'on est bon. Ok.
Ok. Non, faut que j'arrête. Ah, c'est lourd. Ouais. Les premiers jours, j'ai rencontré plein d'enfants qui ont tout vidé de ma tente. C'était drôle parce que tout leur était nouveau et formidable. Il faut les comprendre. Madagascar est un pays très pauvre et quand on s'enfonce dans la campagne, c'est très rare de voir un téléphone ou même une lampe torche. J'ai aussi dû traverser plusieurs fois des rivières et j'ai eu la chance d'observer de nombreux caméléons. Je suis sous le charme. Il faut savoir qu'à Madagascar, il y a 80% des espèces de caméléons au monde. Il a complètement changé de couleur, il est tout marron maintenant. Hop, voilà. À toi la liberté. Orange, je suis là, orange et blanc bleu. Et je sais pas si ça va se voir vu que il fait nuit. Mais il est super beau. Petit à petit, j'ai commencé à m'habituer à mon quotidien et à réellement apprécier l'expédition. Ça s'annonce compliqué. Avec le sac, jamais je peux traverser en marchant dessus. C'est lourd, hein. Il fait chaud. Il est que l'heure du matin. Mais le manque de sommeil, de nourriture et l'effort intense m'ont amené à bout et il y a eu des jours très compliqués. Regardez sur quoi je dois marcher, c'est des anciennes pistes, enfin c'est encore des pistes utilisées par les éleveurs de zébus. Et je déteste partir quand il vient de pleuvoir. C'est le cas tous les matins ou presque. Parce que c'est bagadou. Du coup je mets une plombe avec les sacs à marcher. Moi, ce qui devait arriver est arrivé. Putain, qu'est-ce que c'est dur. Ah. J'ai eu la chance, je me suis rien cassé le nez, mais j'ai fait une belle chute. Et j'espère qu'il n'y a rien qui a abîmé de mon sac. Surtout que le panneau solaire est sorti. Allez, on réattaque. Les chaussures. C'est plus des chaussures. J'en ai marre. Ah, je suis fatigué. Regardez l'état de mes jambes, c'est une catastrophe. Ah, j'ai mal. Tous ces petits trucs qui sont... Alors, je me sens seul là. La nuit elle est tombée super vite, j'ai trouvé un endroit moyen pour la tente, mais au moins je serai tranquille, il n'y a personne. Et je sais pas, je me sens fatigué, un peu malade aussi et tout. Je me sens tout seul là. Mais bon, je vais aller dormir même s'il doit être super tôt, il doit être 17h. Mais je suis fatigué. Ah, j'ai envie d'abandonner, je suis malade, c'est terrible. Et en plus de ça, vu que tous les matins il pleut, le bois est trempé tous les matins. Impossible de faire du feu, j'essaye là, ça fait 1 heure que j'y suis. Ah, c'est dur. C'est dur parce que j'avais pas du tout prévu de faire du feu en plus de tout le reste, c'est déjà compliqué. Et mon ventre il gargouille. En plus j'ai pas envie de manger. J'ai rien mangé depuis hier midi encore. Ça devient une habitude. Du coup je peux pas parler à mes proches de toute l'expédition. Sauf grâce à ça. Sauf qu'on n'a pas assez d'argent pour prendre un gros forfait, donc en gros,
avec le forfait que j'ai, je peux juste envoyer des messages qui sont déjà préécrits. Donc en gros, je leur dis que tout va bien tous les jours pour les rassurer. Et après, j'ai le droit par mois à 10 messages que je reçois ou que j'envoie. Donc 5 messages que j'envoie et 5 messages que je reçois. Et j'en ai écrit un là parce que c'est dur. Parce que j'ai besoin de soutien. Que, c'est dur. Je suis fatigué. Au moment où je voulais abandonner, je me suis secoué. J'ai décidé de profiter à fond de la chance que j'avais d'être ici et de tout faire pour ne pas arrêter l'expédition. C'est pas de l'eau, hein, c'est de la sueur. C'est quand je me dis que c'est vraiment dur, que j'en peux plus, que je vais abandonner. Regardez ce que je trouve. Bon, devant mon incapacité à faire du feu, ou mon incompétence, devrais-je dire, et ben je me suis servi dans la nature. J'ai trouvé de la canne à sucre, très connue, donc assez facile à trouver. Donc ça fait plaisir. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'on en mange beaucoup ici. Je connais pas le nom. Et du coup, ça, j'ai un peu galéré à trouver, mais je crois que c'est ça, ça a l'air de se manger. Et ça fait du bien, c'est pas très bon, mais ça nourrit le ventre. Et donc, ça me requinque un peu. Un nouveau passage à gué. Pour savoir l'habitude. Ça, les gars, je savais même pas que ça existait, je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble un peu à une framboise, un peu une fraise. Et bah les gars, ça a le goût d'une mûre un peu. La plante dont c'est tiré, il y a c'est plein d'épines comme des ronces. Donc je l'appelle la mûre de Madagascar. Et c'est vraiment un délice. Voilà. Vraiment trop bon. J'adore. Vous avez vu, on dirait des fraises. Alors ça ressemble vraiment à des fraises, mais j'ai trop peur de les manger parce que j'ai souvenir de l'histoire d'Into the Wild. Bon, j'ai ouvert le coup ou pas? Haha, on y est. Regardez cette merveille, c'est blanc et ça a l'air de se manger. Pas très bon. Hein. Donc ça, c'est vraiment une vision très agréable. La marmite qui prend feu, c'est un bonheur. Vraiment. La lune est magnifique, tout va bien. Vraiment, je suis aux anges. Faut que je mette mon sursac et après on traverse. En plus, il faut savoir que à Madagascar, il y a deux choses dangereuses, enfin deux animaux dangereux. Les requins et les crocodiles. Il n'y aura pas de requins ici, mais les crocodiles, on sait jamais. Bon, je vais pas traîner. Crocodile là? Oui, comme. Ouais, un oiseau et en dessous crocodile. Oui. Waouh! Et puis, il y a eu ce jour où j'ai pété un câble. Après avoir traversé la rivière que vous venez de voir, je me suis allongé sous la pluie avec de la musique et ça m'a fait beaucoup de bien. Tellement de bien que je crois que j'ai un neurone qui a complètement déconné. Après ça, j'ai continué ma route, requinqué comme jamais, direction la jungle. J'étais tout prêt lorsque j'ai vécu presque un traumatisme.
Ah, ça me pique. Ah, faut que j'avance. Ah, ça me pique. Ah, ça me pique, ça me pique, ça me pique. Ça me brûle, je sais pas ce qui m'a piqué, ça me brûle. Ah, faut que je sorte de là. Ça me pique de partout. Ça me brûle. Ah. Ah, ça me brûle. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah. Ça brûle. Aïe. Ça me brûle. Ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Aïe. 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 Je sais pas ce que c'est, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle partout. Ça brûle, ça brûle. Ok. Oh, faut que je pense à autre chose. Je vais parler, ça me fait du bien. Oh, ça fait 4 minutes que ça pique. Je suis en train de regarder le minuteur. Faut que j'aille à l'ombre. Je suis en train de... Ah, ça me brûle. J'ai vu beaucoup de guêpes de papier, des paper wasps comme en anglais. C'est genre... dans le top 10 des... Enfin, c'est... Ah, je sais pas. C'est des guêpes. Une famille de guêpes. J'étais en train de descendre sur un terrain un peu compliqué lorsque je me suis fait piquer 3 fois par un insecte que je n'ai pas identifié sur le coup, mais qui m'a littéralement détruit. À ce moment-là, j'étais très fatigué et combiné avec la piqûre, je me suis évanoui 2 fois de suite. Bon, ça commence à aller un peu mieux. Ça fait 40 minutes là. J'ai toujours mal, mais ça commence à s'apaiser. Je me suis endormi, évanoui, je sais pas trop, 2 fois. Je me suis mis à l'ombre aussi. Mais après être resté un bon bout de temps dans le mal, je n'ai pas eu d'autre choix que de repartir parce que j'étais dans une rizière abandonnée et qu'il était impossible de poser ma tente ici. Bon, je vais mieux. La situation est toujours pas top. Je suis en plein dans un marais qui marche comme des sables mouvants. Très compliqué d'avancer. Je m'enfonce très loin à chaque fois. Mais on va s'en sortir. Aïe! Je me suis fait piquer. Aïe! 1, 2, 3, 4, 5. Au moins 6 fois. Ah, ça pique. Aïe, sur la figure. Aïe. 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 Et je suis coincé là. Aïe. Aïe, dans le cou, je sais pas si vous voyez, je vois rien moi. Ah, ça me brûle. Ah, ça me brûle. Aïe, 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 aïe. 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 Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là-bas, je vois un nid. Ah. Aïe, comment je fais moi? Comment je fais? Je suis coincé là. Oh, j'ai pas envie de revivre ça. Oh, ça brûle. Oh. Aïe. Ah. Ah, est-ce que vous voyez? Ici. 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 Ah, dans le dos aussi. Ah, je sais pas quoi faire. J'ai peur d'avancer. J'ai trop mal. Je me sens pas bien. Et j'ai plus de batterie sur la carte. Je me suis à nouveau fait piquer 5 fois, dont de nombreux au visage. Ça a été très douloureux, mais cette fois, j'ai une idée du coupable. La chose qui m'a piqué est soit un frelon oriental, soit une paper wasp, littéralement une guêpe de papier. Les guêpes de papier sont des guêpes qui ramassent des fibres de bois mort et des tiges de plantes qu'elles mélangent avec de la salive et utilisent pour construire des nids. J'ai précisément vu un nid de guêpes de papier tout près de l'endroit où je me suis fait piquer. 4 des 10 piqûres d'insectes les plus douloureuses du monde sont causées par des guêpes de papier, mais je n'ai aucune idée de l'espèce qui m'a piqué. Je sais juste qu'elle était rouge et qu'elle ressemblait à celle-ci.
La deuxième possibilité est que je me sois fait piquer par un frelon oriental, qui ressemble au frelon asiatique et européen normal. Et croyez-moi, se faire piquer 8 fois par un frelon, ce n'est pas du tout agréable. J'ai peur de tout maintenant. Ah, il m'a éclaté la gueule. Putain. Ah, j'en ai marre. Ah, ça me fait chier, j'ai peur d'avancer, c'est le seul moyen, je peux pas aller autre part. Peu importe l'identité de mon tortionnaire, il m'en a fait voir de toutes les couleurs et surtout du rouge. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur, très peur d'avancer, comme une phobie. Mais je n'avais pas le choix, j'étais obligé de repartir pour pouvoir poser ma tente. Les amis, il me faut du courage, s'il vous plaît, au moins un petit pouce bleu sous la vidéo. On n'oublie pas la com. Hein. Allez, on met ça sur la tête. Et on est reparti. Mais en fait, une trentaine de minutes plus tard, j'arrivais dans l'enceinte du parc de Massoala. Ça y est, je suis rentré dans la jungle. Je suis officiellement dans le parc national de Massoala. Et je viens de me rendre compte d'un truc, mais stupide, mais évident. Je le savais, mais je faisais genre de pas le savoir. Et j'espérais que ce soit pas le cas. Jamais je peux survivre ici sans hamac. Où est-ce que vous voulez que je pose ma tente? Dans ce fouillis. Dans ce bordel. Du coup, je suis bien coincé. Soit je trouve un moyen de réparer mon hamac, soit j'ai pas le choix que faire tout ce que j'ai fait à l'aller dans le sens retour. Ou trouver une alternative, mais clairement, je peux pas dormir ici, hein. Pas avec une tente. J'ai donc décidé de faire demi-tour pour trouver un endroit où poser ma tente. Mais la journée était loin d'être finie. Des paysans malgaches m'ont vu sortir de la jungle et je crois qu'ils m'ont demandé ce que je faisais là. J'ai joué l'idiot en faisant genre j'étais perdu et que je cherchais le village le plus proche. Ils m'ont escorté jusqu'au village et à ce moment-là, ça a été un peu compliqué. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés au village en pirogue à la tombée du jour. J'ai suivi les hommes pour qu'on aille tous ensemble se laver dans la rivière. Puis on m'a mis dans une case et tout le quartier s'est ramené pour décider ce qu'ils allaient faire de moi. Ils n'étaient pas dupes et pensaient que je m'étais introduit illégalement dans le parc national. Mais ils n'avaient aucune preuve. Par contre, mes affaires, elles, les intéressaient. Alors tout s'est passé en malgache, mais de ce que j'ai compris, ils ont commencé à parler de mes appareils électroniques, de mes lampes torches, de ma machette, de mon téléphone qu'ils appelaient tactile. Et rapidement, deux groupes se sont formés, ceux qui voulaient me dépouiller et ceux qui voulaient m'accueillir. Et c'était serré, du 50-50. Heureusement, parmi ceux qui voulaient m'aider, il y avait un petit jeune qui parlait un tout petit peu français et qui a pu me traduire un peu la conversation. Tout d'abord, ils m'ont demandé si j'avais de l'argent. Donc je leur ai montré mon portefeuille avec l'équivalent de 5 centimes. Puis j'ai commencé à leur parler de mon téléphone satellite et du fait que si j'avais un problème, je pouvais appeler la police ou les secours, par exemple une morsure de serpent ou n'importe quoi d'autre. Je leur ai aussi dit que j'avais des amis qui m'attendaient dans une ville du coin, Diego, 3 jours plus tard. Ma stratégie commençait à porter ses fruits quand j'ai eu une illumination, j'ai commencé à parler de foot. Et là, ça a été le déclic. Tous les jeunes ont sauté de joie, ont commencé à mimer des joueurs, des gestes techniques et on a passé la soirée à parler de Messi, Neymar, Mbappé. À l'autre bout du monde, c'était complètement fou. Et donc, ils m'ont autorisé à poser ma tente au milieu du quartier. Alors forcément, le lendemain matin, je voulais partir à 4 h du mat pour m'éclipser discrètement et retourner vers le parc. Mais en fait, à 4 h du mat, le village était déjà en effervescence. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de partir dans la direction opposée au parc national. J'ai alors décidé de faire un grand tour pour essayer de contourner le village, mais pour faire simple, c'était très compliqué et j'étais bloqué de toutes parts. À un moment, je descends à la rivière pour récupérer de l'eau et c'est à ce moment-là que le miracle est arrivé. Un homme est passé en pirogue avec sa femme et son bébé et ils m'ont dit en français, chose extrêmement rare, « Salut, on va faire une balade ». Et moi, un peu surpris, je leur réponds « Bonne promenade ». Et là, il me dit « Non, toi, viens avec nous ». L'homme s'appelle Paoli, il a 28 ans, sa femme Louisette a 20 ans et leur enfant Polno a 14 mois. Ils me ramènent dans leur maison que Paoli a construite en bouse de zébu, au milieu des canards, des poules, tout près de leur rizière, leurs champs et leurs plantations de vanille. On passe une soirée très agréable et même si Louisette ne parle pas français, Paoli lui traduit la conversation et ça ne pose pas de problème.
Ils me demandent ce que je viens faire ici et je décide de leur raconter toute la vérité. Et à ce moment-là, Paoli me dit « Comment ça, tu cherches des lémuriens? Est-ce que par hasard, tu chercherais des Varechia variegata ?» Alors Varechia variegata, c'est l'ancien nom latin du varirou. Je suis hyper surpris qu'ils connaissent ce terme. Je lui dis « Bah oui, c'est exactement ça que je recherche. » Paoli me dit alors qu'il connaît le territoire d'un groupe de 2-3 varirous. Il me prévient que le territoire est immense, qu'on n'a presque aucune chance de les voir, mais qu'on pouvait essayer d'aller les chercher le lendemain. Je suis fou de joie, j'accepte volontiers, et juste avant qu'on aille se coucher, Paoli et Louisette me proposent leur lit pendant que eux ils dorment par terre. Forcément, je refuse catégoriquement et j'installe ma tente juste à côté de la maison. Le lendemain, réveil à 5 h. On joue un peu au foot avec Polno et Paoli, puis je fais cuire et leur fais goûter mon petit-déj. Ils adorent, et il faut dire que chaud, il est vraiment incroyable. Puis direction la plantation de vanille pour polliniser les fleurs à la main. Paoli m'enseigne l'art de la pollinisation, puis on part en direction du parc, situé à plus d'1 heure de marche. On rencontre le père de Paoli, dont la plantation est à la lisière du parc de Massoala, et là je comprends mieux. Le père de Paoli a travaillé en 1998 avec des chercheurs qui étudiaient les lémuriens du parc. Et voilà comment Paoli connaissait l'ancien nom scientifique des varirous. On va manger de l'éniam. Éniam. Ils appellent ça éniam niam. Avec Raymond Toto là-bas. Et le petit ananas. Toute la journée, on a cherché des lémuriens à travers la jungle. Que la traque commence. On s'est frayé des chemins à la machette, on a grimpé, escaladé, descendu. Mais on n'a rien vu à part la queue d'un apalémur gris, une autre espèce de lémurien. Un peu déçu mais exténué, on rentre chez Paoli et on passe une agréable soirée à manger mon riz indien. Et pendant cette soirée, je demande à Paoli s'il est chaud recommencer le lendemain et essayer de retrouver des varirous. Il accepte volontiers. En fait, je suis parti à Madagascar au mois d'octobre et c'était idéal parce qu'on n'avait pas trop à s'occuper des rizières et surtout, il n'y avait qu'une dizaine de fleurs de vanille à polliniser par jour, alors que par exemple, pendant le mois de novembre, c'est plus de 3000 fleurs qu'il faut polliniser quotidiennement. Les recherches ont continué pendant une semaine, suivant un quotidien bien rodé. On se réveillait le matin à 4-5 heures, on jouait un peu avec Polno, on travaillait dans le poulailler, la vanille et les champs, puis on partait pour 1 heure de marche rapide et difficile vers le parc, où on restait toute la journée à chercher les lémuriens. Le midi, on redescendait manger dans les plantations de vanille du père de Paoli et on se remettait à chercher l'après-midi. On a retourné la forêt. Le 2e jour, on n'a rien vu. Idem pour le 3e jour. Tous les soirs, je rentrais exténué après les dizaines d'heures de marche à se frayer un chemin dans la jungle. Je me disais à chaque fois, c'est bon, demain j'arrête, j'en peux plus. Et puis le matin, reboosté comme jamais, je repartais à la recherche des varirous avec Paoli, le sourire aux lèvres. Le soir, on se lavait nu dans la rivière avec Paoli et il me confiait son enfant pendant qu'il se savonnait. Puis on mangeait mes plats déshydratés et du riz avec du bion. Le bion est l'accompagnement du riz. Ça peut être des feuilles ou des racines de manioc, des petits poissons ou des crevettes qu'on pêchait au filet, des chips de patates douces, des œufs ou plein d'autres choses que je ne connaissais pas. Paoli m'a expliqué que le riz et le bion, c'était comme la femme et l'homme et qu'ils étaient inséparables. Et puis on passait la soirée à discuter et je leur expliquais pourquoi j'avais tant envie de voir des lémuriens et encore plus des varirous, que c'était le seul endroit sur Terre où on pouvait en voir et qu'ils étaient menacés de disparition. Et ils étaient super surpris. Paoli m'a dit « Comment ça? Il n'y a pas de lémuriens en France ?» Et il ajoutait « Mais s'il n'y en a pas en France, il y en a forcément en Angleterre. » Et j'ai trouvé ça très drôle. Et donc ils ont voulu tout savoir de notre mode de vie en France, de nos forêts, de nos plantes, de nos animaux. Et c'était très difficile à expliquer. Essayer de décrire un écureuil ou un chêne à quelqu'un qui n'en a jamais vu, c'est vraiment pas facile. En échange, ils me partageaient toutes leurs connaissances de la jungle et de la nature. Paoli me montrait les plantes à manger, celles pour guérir, comment reconnaître des traces d'animaux ou des pièges de braconniers. En parlant de braconniers, on est parti à la recherche des varirous avec l'un d'eux qui chassait le cochon sauvage dans le parc et il le chassait à la lance, complètement fou. Et bien que je déteste l'action des braconniers, c'est vrai que je partage avec eux l'amour de la connaissance de la nature et que c'était intéressant de parcourir la forêt avec l'un d'eux. Mais heureusement qu'ils ne s'en prenaient pas à mes lémuriens. Le 4e jour, Paoli a perdu un de ses amis très proches, foudroyé par la maladie. Il a préféré partir dans la forêt avec moi au lieu d'aller à l'enterrement pour se changer les idées et on est devenus très proches. Meilleurs amis, comme il aimait si bien le dire.
Et ce jour-là, on a vu une espèce incroyable, un avaï de Masoala, une espèce qui fut décrite pour la première fois en 2008. La vidéo que vous voyez là est rarissime. On a aussi vu des apalémures gris, la même espèce dont on avait vu juste la queue le premier jour. Cette fois, on en a vu plusieurs et d'assez proches, un vrai régal. Mais toujours pas le Graal, les varirous. Même s'ils sont roux, ils sont plus difficiles à trouver, car ils sont rares, qu'ils occupent un grand territoire et qu'ils vivent dans la canopée. 5e jour, rebelote, on ne voit rien. Je commence à vraiment fatiguer. Paoli a plus l'habitude et il continue à ramener des troncs pour le feu le soir, mais même lui, je vois qu'il est épuisé. Ce même soir, Paoli m'amène dans son village pour me faire rencontrer sa mère et ses 13 frères et sœurs, et je finis même par dormir dans une des maisons qu'il a construites. 6e jour, le programme change un peu. Il faut qu'on travaille dans les plantations de vanille du père de Paoli. On travaille toute la matinée à replanter les lianes de vanille et à défricher. Mais au moment du repas, il se passe quelque chose d'incroyable. On entend les aboiements de varirous, ils sont tout proches. Ces cris sont rarissimes et c'est une énorme chance de pouvoir les entendre. On se précipite dans la jungle. Mais après 1 heure de recherche, on ne voit rien. Par contre, je tombe sur un splendide boa arboricole de Madagascar, un serpent que j'affectionne tout particulièrement. Regardez cette merveille avec ses motifs en losange. Mais pile à ce moment-là, on entend des grognements juste au-dessus de nous. Alors il faut savoir que presque toutes les espèces de lémuriens grognent pour communiquer entre eux, mais vu qu'on avait entendu les cris des varirous juste avant, ça se pourrait bien que cette fois ce soit eux. C'est incroyable. On a un varirou juste devant nous. Bravo. Il est trop fort. La rencontre avec ces primates exceptionnels a été à la hauteur de mes espérances. Ils étaient magnifiques. Paoli était aussi excité que moi, on aurait dit 2 gosses. Vous imaginez, on avait devant les yeux un animal classé parmi les 25 primates les plus en danger sur Terre. Ils sont classés en danger critique d'extinction. Ils sont bien plus menacés que la panthère des neiges, le panda ou encore le tigre du Bengale et l'orang-outan de Bornéo. Pourtant, personne n'en parle. Peu de gens connaissent cette espèce et ils sont magnifiques, au même titre que le panda roux qui est moins menacé. J'avais envie de pleurer d'émotion. On a fourni tellement d'efforts pour en arriver là, et me voilà avec la joie de voir cette espèce unique et la crainte que bientôt plus personne n'aura ma chance. Bon, je me pose à la vidéo juste ici parce que c'est à ce moment-là que j'ai le mieux vu les varirous. Ils étaient en train de traverser d'un arbre à un autre en empruntant un tronc. Je dis les parce qu'il y en avait 2, même si Paoli n'a pu en voir qu'un seul. Et c'était incroyable. Mais je n'ai pas eu le réflexe de lever mon appareil photo pour prendre une photo ou filmer. Et quelques heures plus tard, j'ai eu ce regret de ne pas faire une photo absolument exceptionnelle. Mais avec du recul, j'ai l'image gravée dans la tête et j'ai aucun regret parce que j'ai pleinement vécu le moment et j'en ai vraiment profité pleinement, c'était incroyable. Et vous inquiétez pas, j'ai quand même une vidéo. Certes, elle est un peu floue et elle est un peu nulle, mais elle est unique. Voir des varirous sauvages dans leur environnement, c'est quelque chose de rarissime et prendre une vidéo, ça l'est encore plus. Puis on les a rapidement perdus de vue, ils se sont évanouis dans la canopée tels les fantômes de la forêt. Et même le lendemain, quand on est venu faire du repérage au drone, on ne les a pas revus. Mais quelle aventure, quelle épopée! 8 jours après mon arrivée chez Paoli et Louisette, je repartais en pirogue avec Paoli qui a ramé pendant des heures pour me ramener à Amboitralanana. On est arrivé trop tard pour que je puisse trouver une moto, alors on a dormi chez ses cousins à même le sol et le lendemain, après avoir attendu des heures, je repartais en taxi-moto vers Antalya. Et Paoli m'a accompagné jusqu'au bout avant de rentrer chez lui en contre-courant, toujours à la force des bras. Je lui serai éternellement reconnaissant, à Louisette aussi qui me préparait des bons petits plats et qui a lavé mes vêtements sans rien demander pendant que je traversais la jungle avec son mari. J'arrivais à Nosy Be quelques jours plus tard où je me suis reposé et où j'ai pleinement apprécié les merveilles naturelles de Madagascar, en nageant avec des rémobulas, des requins-baleines, des tortues et plusieurs espèces de dauphins. J'ai pu admirer des plages paradisiaques, des récifs coralliens merveilleux, des poissons par milliers, des baleines à bosse avec leurs baleineaux et même un hérisson malgache. J'ai rencontré des personnes formidables et vécu des choses incroyables, mais aucune expérience n'a été aussi enrichissante que ces quelques minutes passées à observer les varirous. Cette expédition s'est révélée être bien plus que la poursuite d'une quête. Elle s'est aussi révélée être une aventure humaine, ce que je n'avais pas du tout prévu,
mais elle m'a surtout permis de toucher du doigt l'essence même de la beauté de la nature, qui réside dans sa fugacité et dans les difficultés qui nous amènent à la rencontrer. Partez à sa découverte, aimez-la, mais surtout protégez-la. Et c'est donc ici, je disais, c'est donc ici, dans ce cadre incroyable où j'ai passé une semaine formidable, que se termine notre épopée à la recherche des Varirus. C'est incroyable ce qui s'est passé, qu'on puisse en voir. Wow. N'hésitez pas à aller voir le magazine, il y a beaucoup plus de détails sur Madagascar, sur le périple, sur plein d'autres sujets, d'écologie, de sciences, de voyage, d'inspiration, etc. Donc allez-y. Et on a même dédié une page entière Animal à l'affiche. Je disais une page entière, même une double page de notre rubrique Animal à l'affiche au Varirus. Donc vous en saurez encore plus sur cet animal que j'aime particulièrement. Et on va se quitter sur le zébu qui a pas de nom. Moi je propose de l'appeler Varessia. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.